Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça va tomber. Aujourd'hui, on reçoit Rémi, qui est donc l'auteur de cette merveille. Nouveau daron, bienvenue au club. Ouais. Tu es aussi la personne qui anime le média daron.tv. Oui, absolument. J'ai créé ça il y a quelques petites années. Ça fait 3 ans, un truc comme ça. Pas mal déjà. Et puis voilà, c'est devenu un petit média dans lequel j'essaye de m'amuser déjà, de parler beaucoup de parentalité et de paternité et de tenter de faire vivre aussi ce podcast, qui est un podcast sur toutes les plateformes qui s'appelle Daron. Dans ce livre, tu donnes des clés pour se préparer à la paternité. Donc, 1er, 2e, 3e trimestre, le couple, avant, après, tu balayes tout. J'essaye, ouais. Tu passes tout au crible et tu nous partages quand même ton expérience, on peut le dire sans filtre. Ouais. T'y vas. L'idée vraiment de ce livre, c'était de se dire, ok, moi, ce que j'ai dit d'ailleurs à l'éditeur, je vais forcément parler de l'avant, du pendant et de l'après, mais ce que j'aimerais surtout, c'est donner ma propre expérience, qu'on puisse justement se comparer, s'identifier, en tout cas comme un ami qui t'en parlerait autour d'un verre en fait. Parce que Daron, c'est né de ça. Daron, c'est né d'un apéro entre potes, où on a pris du recul sur la situation à un moment donné, on s'est dit, vous vous rendez compte les gars que ça fait quand même 1h15 qu'on parle de nos mômes, de notre couple, de comment on se sent en ce moment, dans notre foyer, dans cette nouvelle ambiance familiale. Et je me suis dit, bon déjà ça m'a donné envie de créer Daron, mais surtout dans le livre je me suis dit, il faut que le lecteur puisse se retrouver et se dire, ok, ce gars me parle, c'est comme si on était, je sais pas, sur un canapé ou sur une terrasse quoi. T'as quand même des super potes parce que moi j'ai l'impression que les mecs quand on les écoute, ils vont boire un verre, ils reviennent, on leur demande des news de leurs potes, bah, ils font quoi? Ils sont partis. Ouais. Ils ont parlé de tout sauf de leur vie perso quoi. Toi t'arrives à avoir ce genre de contact? J'ai envie de faire une généralité mais c'est très masculin de ne pas rentrer dans le détail. Forcément, c'est hyper simple de comparer quand tu es en couple. T'as Nana qui rentre d'une soirée avec ses copines qui dit bah, elle en est là, elle fait ça, là, tel projet, le couple, c'est pas dingue, mais ça va, et son père, sa mère. Nous, ça reste souvent les mecs en surface. Et j'ai pas de problème à faire une généralité là-dessus, mais j'arrive quand même, je remarque quand même que ça marche un peu mieux pour nous, ça évolue un peu plus. Et quand on se voit, on arrive à quand même rentrer au-delà du professionnel et des carrières pro. On arrive à rentrer dans le détail de nos couples, notre vie de famille, quand on est papa, et de comment on se sent. C'est important aussi. La santé mentale, est-ce que ça va en ce moment, machin. Moi, j'aime bien aborder ces sujets-là. Je vois qu'avec certains potes, c'est délicat, mais j'aime bien. Bah, vous êtes moins... encore, c'est une généralité aussi, mais c'est vrai que historiquement, les hommes sont moins dans l'émotion et donc vont moins transmettre voilà, leur vécu, encore plus si ça va pas... Ouais. On est moins expansif à ce niveau-là. Et puis, il y a quelque chose qui rejoint aussi la parentalité. C'est que pour beaucoup de mecs, la vie de famille tient beaucoup à la vie pro. Alors bien sûr, on ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche, il faut que ça rentre un petit peu à la fin du mois. Mais on est un peu que là-dessus souvent. Ça va en ce moment, machin, je suis sur tel projet, machin, ça rentre, c'est cool. Moi j'ai un peu de mal avec ça, parce que je pense que oui c'est important, mais que maintenant chacun a sa carrière, que ce soit l'homme, la femme, on vit à deux, on évolue à deux, dans parfois des milieux complètement différents, et que j'ai pas envie de résumer la vie de couple, parentale, familiale, ce qu'on veut, à la vie pro. J'aime bien faire un pas de recul. Et là, tu as un peu mêlé les deux, du fait. Ah ouais, j'ai un peu mêlé les deux. Mais ce qui est cool avec Daron, c'est qu'on puisse justement maintenant, enfin, ça m'a aussi amené à développer certains sujets sur le média, et donc moi, me renseigner beaucoup aussi sur certains trucs que je maîtrisais moins. Et c'est cool, ça crée du débat à la maison. Alors, je te cache pas que maintenant, mes filles ont grandi et que parfois, quand j'arrive avec des infos qui, pour moi, sont sourcées, qui viennent de psychologues ou machin, j'entends souvent, notamment par la grande, « Daron TV, ça va, 2 minutes. » Tu vois ? Arrête de faire ton Montessori, voilà, quoi. C'est ça. Donc, tu as 2 filles et tu es entrée dans ce monde merveilleux des parents épuisés il y a une dizaine d'années. Quand tu as créé Daron TV, tu trouvais que les pères ne s'exprimaient pas assez, qu'il y avait vraiment genre un vide là-dessus? Ouais, je trouve que, encore une fois, je te dis, c'est vraiment parti de ce moment-là, de ce moment entre potes. Donc déjà, je me suis dit, ok, si on en parle là, il doit forcément y avoir une résonance en France. Et donc je me suis dit, bon, il y a quelque chose à aller chercher, à creuser. Mais je me rends compte aussi que la parentalité,
le sujet de la parentalité, c'est très féminin quand même. Donc c'est quand même, il faut se le dire, assez difficile et compliqué d'aller chercher les mecs sur ce terrain. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais je serais même pas étonnée que ton audience soit majoritairement féminine. Bien sûr, ouais. bien sûr. Parce qu'en fait, je pense qu'on a cette envie de rentrer dans la tête de nos mecs et que donc à travers toi, on se dit ok, comment ça peut penser de l'autre côté, parce que c'est pas toujours le dialogue dans un couple, il est pas toujours évident. Donc ouais, je suis pas très étonnée si tu as pas mal de mamans qui te suivent. Je vais te donner le ratio, c'est 70-30, 70% de femmes et 30% de mecs. Et j'ose espérer que les mamans qui me suivent, les darons qui me suivent, en parlent à leurs mecs, j'espère. J'essaye d'aller aussi sur une approche qui est ma façon de faire, mon approche, qui reste telle qu'elle est. C'est-à-dire que je n'essaye pas de trouver des billets pour aller chercher du follower à tout prix, machin. Je suis tel que je suis, mais c'est vrai que le sujet de la parentalité, et d'autant plus la paternité, puisque c'est mon sujet sur Daron, c'est difficile d'aller chercher des mecs. C'est difficile d'aller chercher des papas. Et on essaye, on fait le max. Tu vois, moi, de par mon podcast, j'essaye justement d'aller chercher. Là, j'ai un invité qui arrive prochainement, qui est un humoriste très, très, très connu et qui sera le premier épisode de la rentrée 2025-2026, la saison. Mais même par ce biais-là, je me dis, waouh, c'est dur. C'est pas simple. On le sait, dans les médias, etc., c'est encore un sujet qui est pas trop porté par les pères. Mais dans l'édition non plus, je suis sûre que si un millier d'ouvrages sur la parentalité, il n'y en a pas tant que ça écrits par les papas. Il y en a, mais pas tant que ça. Toi, tu parles aux autres papas par l'expérience. C'est-à-dire que tu es vachement... tu donnes des conseils, etc., mais tu parles de vécu. Est-ce que tu penses que c'est important pour les papas de rentrer par ce prisme de l'expérience vécue, d'être plus direct, en fait Ouais, de par ma façon de faire, c'est-à-dire j'y intègre beaucoup d'humour aussi, de l'humour et de l'expérience. Voilà comment j'essaye d'aborder le terrain de la paternité. Mais pour moi, c'est indispensable de donner des clés, mais ce qu'on a pu vivre sur le terrain. Je pense à tous ces podcasts qui existent aussi pour les mamans et les futures mamans. La plupart du temps, les interviews sont des interviews de vécu, de témoignages. Et donc moi, dans ce livre, il y a mon témoignage, ma propre expérience perso, mais j'ai aussi demandé à de nombreux darons, connus ou moins connus, de donner leurs expériences sur à certains moments de la parentalité, de leur paternité, tu vois. Donc il y a des interviews de personnes connues comme Camille Combal, Jason Brokers, Mathieu Madénian, voilà, Bruno Sanchez de la série HPI, de Catherine Liliane, voilà. Et à côté de ça, j'ai plein de témoignages de papas que j'ai eu via le média, via mon Insta Daron, ou de potes. Et je veux passer par ce biais-là pour justement donner des clés, que les pères puissent se dire « Ok, ce que je vis là, c'est normal, ça peut arriver. » Et du coup, derrière, je donne des recommandations pour qu'on puisse justement trouver des clés. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'en effet, les femmes, elles se préparent parfois pendant plus de 9 mois parce que le projet a mûri en amont et donc on commence à lire des choses, etc. Et ce manque d'informations parfois des papas sur ne serait-ce que les trucs, les examens, ce que ça veut dire, parce que tu parles aussi, les hormones, les trucs. Nous, voilà, on recherche des infos là-dessus, là où les papas ne le font pas forcément. Et finalement, dès le début, un écart se creuse dans la connaissance de la parentalité, parce que nous, on va passer tous les bilans, faire tous les trucs, rechercher, se dire « Ah, mon enfant fait la taille d'un pamplemousse, d'un machin, d'un truc ». Est-ce que tu crois aussi que, finalement, de les intégrer dès le début à tout ce chemin-là, c'est les impliquer pour le futur aussi? C'est la clé. En fait, c'est la clé. Quand je parle de l'avant, je parle de tout ça, de ce qui se passe dans le corps de la future maman. Si tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne peux pas comprendre. Moi, quand j'ai été papa pour la première fois, je lisais les livres que ma nana lisait, en fait. Et donc ce truc de pamplemousse, de machin, de melon, de trucs... D'ailleurs, dedans, je l'ai appelé « c'est un bébé ou une salade de fruits », mais en gros, c'est ça, on en est où? Ça m'a aidé, mais pourquoi? Parce que j'avais envie de m'impliquer. Tu sais, le point de départ, c'est toujours l'envie. Est-ce que tu as envie de t'impliquer dans ce projet qui est juste le projet de ta vie, en fait? Ou est-ce que tu prends ça avec un peu de distance en disant
Bon, bah, de toute façon, je porte pas le bébé, donc elle va faire ce qu'elle doit faire. Depuis la nuit des temps, ça marche comme ça. Ma mère a accouché, ma grand-mère a accouché, bon, voilà. Et puis quand il sera là, ou quand elle sera là, la petite, eh ben, on fera ce qu'il faut. Quand tu t'engages dès le début, tu crées déjà une relation un peu plus forte, j'ai l'impression, c'est mon avis, avec ta partenaire. Et donc, il se passe quelque chose de... On est ensemble, ça passe par savoir ce qui se passe au niveau des hormones, dans son corps, les changements. Ça passe par l'envie de faire les cours de préparation, de pousser parfois un peu le bouchon comme je l'ai fait par l'autonomie, parce que tu as envie de rentrer en contact avec ton bébé, savoir ce qui se passe, qu'il bouge, qu'il reconnaisse ta voix, ta chaleur. Et donc, une fois que tu as créé tout ça, quand ton enfant arrive, eh ben, tu as l'impression d'être préparé. Tu as déjà bossé un peu le projet. Après, tu te prends quand même la grosse claque de la parentalité. Tout le monde l'apprend, là, pour le coup. Ça, quoi, que tu sois préparé universelle. Ou pas, ouais, c'est ça. Que tu sois préparé ou pas, quoi qu'il, c'est un bouleversement. Mais au moins, tu as eu ta formation, tu vois. Ah, mais je suis complètement d'accord. Et du coup, j'ai l'impression aussi, et ça, j'y vais et j'ai pas de problème avec ça, mais qu'il y a aussi une sorte de validation par rapport à la maman, par rapport à ta partenaire. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un côté, je me suis impliqué, je suis prêt, t'as vu, j'ai fait la formation, tu peux me faire confiance. Et donc, parfois au début, tu as plus peut-être de facilité à dire, tu sais quoi, prends du temps pour toi. Papa est là, il gère, la triangulaire, je la connais, maman, bébé, papa, tu peux prendre du temps pour toi, aller te faire masser, aller voir une copine, aller juste prendre du temps, lâcher un petit peu tout ça, ce cocon-là, et parce que je gère, parce que je sais faire. Oui, et c'est vrai qu'en plus, il y a des choses où les mecs peuvent tomber des nues, voilà, sans même parler de dépression postpartum, mais il y a le baby blues qui touche quand même beaucoup de femmes, etc. Et c'est vrai que nous, déjà, c'est une vague, mais quand tu as l'impression, en plus, de devoir expliquer à l'autre, il y a quand même ce truc de, si vous vous renseignez, on sera tous mieux... on est armés. Mieux armés, quoi. Est-ce qu'en faisant le livre, tu as appris des trucs où, genre, même il y a une dizaine d'années, quand tu as été fille, tu savais pas, genre... Bah oui, puisque moi, à l'époque, si tu veux, j'avais pas fait le point sur tout ce qui est hormonal. Maintenant, j'ai quand même 3 femmes à la maison. La grande, elle est ado. Donc, les hormones ont débarqué. Ouais, les hormones ont débarqué. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pris conscience. En fait, la vie, que ce soit en amitié, en amour, en couple, en parentalité, c'est prendre du recul sur la situation. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc, parfois, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc que je ne maîtrise plus là, tu vois. Et je pense que parfois, il faut se dire, ok, parce que là-dedans, il y a un grand chamboulement hormonal qui fait qu'elle va donner la vie et donc le corps se prépare. Tu vois, c'est aussi une machine, quoi. Et donc ça, j'ai beaucoup appris aussi là-dessus. Sur le reste, j'étais un peu capé quand même. Et puis le fait d'avoir créé Daron, si tu veux, je me suis quand même beaucoup renseigné, j'ai rencontré des sages-femmes, j'ai interviewé Charlie, sage-femme, sur mon média. Donc ouais, j'avais quand même quelques infos. Tu parles beaucoup dans ton livre voilà, de toutes les étapes de la grossesse, etc. Ton expérience t'a aussi amené à côtoyer ce qu'on appelle la charge mentale, qui, on le sait, est encore historiquement portée par les femmes. Est-ce que tu penses que... voilà, plus on s'outille avec ces ouvrages, plus on peut répartir cette charge. Ouais, parce que en gros, si tu veux, c'est soit tu as chopé cette facilité à t'investir dans le quotidien. Le train, quoi. Il faut choper le train dès le début. Ouais, par ton éducation. Tu vois, moi, j'ai une mère qui, en gros, nous a pas laissé le choix. Et merci, maman. En gros, les gars, je vais vous expliquer. J'ai un frère, c'est deux gars à la maison, quoi. Donc elle en avait 3 avec mon père. Je vais vous expliquer un truc. Le repassage, ça se passe comme ça. La vaisselle, ça se passe comme ça. Le lave-vaisselle, machin, les lessives, les trucs. C'était pas une formation, c'était du quotidien, tu vois. Donc en gros, si tu veux, quand je suis arrivé dans le monde de la vie à 2, avant même d'être papa, j'avais pas de problème. Enfin, tu avais passé le brevet, quoi. Non, mais je savais gérer ma petite vie de mec solo, et puis après en couple, et l'envie aussi de se dire, en fait, c'est pas juste ta partie, là, il y a un échange à faire, hein, tu vois, des vases communicants, quoi. Et quand je suis devenu papa, professionnellement déjà, j'ai eu de la chance de pouvoir adapter mon emploi du temps, parce que tous les pères ne peuvent pas adapter leur emploi du temps pour être
ultra disponible. Quand je dis ça, c'est qu'une fois que tu as passé le cap du congé paternité, qui est très court, en principe, tu repasses, et j'en parle beaucoup dans le bouquin, là, il y a beaucoup à faire politiquement parlant, mais tu retournes bosser, quoi. Et il en est de même pour la maman, c'est-à-dire qu'elle a aussi son congé materne, à un moment donné, il faut retourner bosser. Et historiquement, comme tu le dis, la carrière pro, souvent, on privilégie le père, l'homme, voilà, qui a sa carrière professionnelle et tout machin. En 2025, et depuis déjà quelques années, chacun a sa carrière, en fait. Donc, il n'y a pas de raison que l'un soit submergé de charge mentale, donc la femme, on va faire un truc très genré, hein, mais la femme submergée de charge mentale alors qu'elle a déjà une charge professionnelle à gérer, parce qu'elle gagne sa vie et qu'elle a une carrière pro, et que le mec soit consacré à 100%, se consacre à 100% à sa vie pro uniquement. Ça ne peut plus exister, ça. Donc, il faut mélanger les deux. Et donc, il faut qu'on puisse se parler, communiquer, l'un en face de l'autre, à se dire, en fait, moi, j'en peux plus. Ça, je ne peux plus le gérer. Donc, c'est maintenant ta partie. Tu ne peux plus laisser traîner, mais en plus, je te jure, quand je parle de traîner, laisser traîner des caleçons, des chaussettes, ou pas vider un lave-vaisselle, j'ai l'impression d'être en 73 et d'être sous Giscard, tu vois. Là, on est en 2025, on n'en est plus là, tu vois. Enfin, on aimerait. J'aimerais que ce soit plus le cas, mais ça l'est encore. Donc, il faut juste se poser en couple et se dire, voilà, en fait, moi, je ne peux pas gérer ça. Je vais te raconter un truc très rapide. J'ai fait une interview pour une grande radio nationale l'été qui vient de s'écouler, dans lequel on parlait de paternité, de parentalité et de charge mentale. Et on était vraiment au début de l'été, début juillet. Et on vient à parler des valises. Qui gère les valises avant de partir en vacances? Bon, déjà, qui gère les vacances? La plupart du temps, c'est la femme qui gère les réservations, le guide du routard, est-ce qu'on va faire les visites? Et on en était aux valises. Et je vois donc l'animatrice qui me dit « Ah bah ça, c'est ma partie. J'ai pas le choix, de toute façon, il sait pas faire. Donc je fais les valises, je fais la trousse à pharmacie, j'ai fait tout. Et je lui dis très honnêtement, si c'est trop pour toi, si ça se rajoute à ta charge du quotidien, laisse ton mec faire cette partie-là. C'est-à-dire que tu poses la valise, tu lui dis, en fait, je pourrais te guider, mais je veux que tu t'en occupes cette année. Ça rentre pas, voilà, dans les tiroirs. Là, les tiroirs sont pleins. Ce moment où j'explique ça a été isolé, et j'ai trouvé ça cool, tu vois, et posé sur les réseaux. J'étais à l'étranger, 6 heures de moins, je dormais, et je vois le lendemain matin énormément de followers et un réel qui n'existe plus. Donc j'appelle la production, la mission, en disant « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Qu'est-ce qui s'est passé en 4 heures, là, voilà, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Et on me dit, on a posé le réel sur les réseaux, et en commentaire, c'était un désastre. Et en gros, ce qu'on me reprochait, c'était d'être arrivé avec ma grosse voix d'homme dominant, alors que j'étais pas du tout là-dedans. C'est pas moi, en fait. C'est pas ma personne. Mais juste d'avoir dit, eh ben, laisse faire. Et en gros, oh, ben, il arrive super, Joe la casquette, avec ses solutions. Il a une solution, ben, laisse faire. Non, je disais juste, mais si c'est si compliqué, pourquoi ne pas en discuter dans le couple en disant, ça, je n'ai plus envie de m'en occuper. Ouais. Et même si c'est pas très bien fait, si en effet, dans la valise, il manque 3 slips, 2 t-shirts et une paire de chaussettes, en principe, en vacances, si tu pars en road trip, je sais pas où, dans une forêt amazonienne, tu peux trouver ce qui manque, tu vois. Et je voulais en parler parce que pour moi, c'est important de se dire que c'est des discussions de couple en se disant il faut qu'on dispatche parce qu'en fait, là, ça rentre plus. Ah oui, complètement. Et je pense qu'en effet, il y a un truc sur lequel on doit lâcher et se dire bon, bah ok, ça, j'ai pas envie de lâcher parce qu'en fait... s'il oublie de prendre rendez-vous chez le dentiste, en fait, c'est le petit dernier qui a une carie depuis 6 mois qui va pas bien le vivre. Donc, il y a des choses qui ont un impact où c'est quand même un peu plus pénible, le laisse faire. Et il y a des choses sur lesquelles, oui, en effet, il faut qu'on arrive à se dire, bon, bah là, ouais, il manque un slip, on va s'en remettre. Mais il y a quand même ce truc dans la charge mentale où, tu le disais, il y a une question d'éducation. Donc, voilà, il y a des hommes et des femmes plus capés pour la vie en couple que d'autres. Mais il y a quand même ce truc où, et les études le montrent, même des gens chez qui c'était bien réparti avant l'arrivée des enfants, les enfants arrivent et ça balaye toute cette uniformité qu'il y avait, ce quotidien qui était plutôt géré. Et en fait, gros déséquilibre et voire baby clash la première année, parce qu'en fait, tout d'un coup, il y a un raz-de-marée qui arrive et il y en a un qui touche plus à rien, quoi. Surtout pendant le baby clash, la première année, quoi.
La première année, c'est tellement dur. Mais tu dors pas déjà. Tu dors pas, t'es fatigué, tu sais plus où t'en es. Il y a plein de psys qui nous ont dit, mais ne vous séparez pas la première année. Le truc, c'est jamais de décision importante, enfin, au-delà même peut-être de la séparation, mais la première année, restez un peu dans votre bulle, qui est déjà une bulle de tanasse, de sommeil, de trucs. C'est très compliqué, de fatigue et tout. Mais au-delà de ça, je pense sincèrement que c'est bête à dire, mais la clé, c'est la communication et se dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Avant d'avoir des enfants, on était tous les deux, regarde, ça marchait bien et tout machin. Et depuis qu'on a, un bébé, là, je m'occupe de tout, tu gères juste ton taf. Et puis, j'ai des potes, parfois, qui me disent, mais, ok, Rémi, parce qu'on en parle beaucoup de la charge mentale, entre potes. Ce sera peut-être l'idée d'un deuxième bouquin, un volume 2, tu vois. Mais parfois, les mecs me disent, ok, pas de souci. C'est vrai que les enfants, la partie gamin, c'est plus le job de ma nana, je dois le reconnaître et tout machin. Et là, les mecs arrivent en me disant, mais oh, la bagnole, le jardin, les réparations, les travaux de la baraque et tout machin. Je dis oui, peut-être, oui d'accord, c'est un truc aussi, ça c'est genré, tu vois, c'est masculin, c'est papa qui passe la tondeuse, qui répare la voiture, mais à côté de ça, je me rends compte ce que c'est que de gérer des mômes rien à voir. À l'année, quoi. Je veux dire, c'est pas un coup de tondeuse une fois tous les... C'est du quotidien. Et ça passe par le médecin. Donc tu parlais tout à l'heure des rendez-vous médicaux. Il faut que tu aies ton application. Tu connais les chiffres sur Doctolib? 5, non, % Je sais plus, c'est au moins ça. Des rendez-vous sont pris par les femmes. Et peu importe que ce soit pour elles, pour leurs enfants, pour leurs mecs, pour leurs parents, en fait, vraiment, genre, de manière universelle, même les rendez-vous des mecs sont majoritairement pris par les femmes, quoi. Mais tu sais pourquoi? Parce que le soin, ça reste encore féminin. Le soin apporté à tes enfants, le soin apporté à ton mec, le soin apporté à tes parents, c'est encore le rôle de la femme. C'est fou. Ça veut dire que 85% des rendez-vous sur Doctolib pour les enfants sont pris par les mamans sur l'appli. J'ai envie de dire aux mecs, les gars, mais sans jugement, vous avez l'appli Doctolib, rajoutez vos enfants. Il y a tes enfants, comme ça tu prends un petit rendez-vous de temps en temps, dentiste, check, il me le vaccin. Ah mais t'imagines prendre le rendez-vous, ça veut dire avoir l'enfant sur l'appli, savoir ce qu'ils font dans la semaine, à quelle heure ils sont disponibles, machin. Est-ce qu'on n'avait pas tel truc tu la vois pas, cette question qui revient souvent on peut aller dîner chez machin, jeudi, on avait quoi? On avait dit... En fait, t'es l'agenda. Tu vois ce que je veux dire? C'est que les femmes, souvent, on est l'agenda, en fait. Donc, de toute façon, le mec, quand il va vouloir prendre rendez-vous, il va te poser 50 questions parce qu'il ne sait même pas quand il peut prendre le rendez-vous. Et donc, au final, c'est là que vient le fameux truc de « laisse, je vais m'en occuper ». Et en fait, tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Ça, c'est plus possible. En vrai, c'est plus possible. C'est-à-dire que on a à peu près tous l'agenda sur le frigo aimanté. Tu vois, avec nos je suis au digital, moi, j'ai l'agenda partagé sur le téléphone. Moi, j'aime bien aussi encore à l'ancienne, le Véleda et tout machin, t'effaces le dimanche et tu refais ton agenda de la semaine. En principe, on est censé être au courant de ce qui se passe. Et de par les activités de nos enfants, extrascolaires, mercredi, samedi, machin, l'emploi du temps de nos enfants, de l'école, machin, et à côté de ça, donc savoir aussi si on a un dîner avec des potes ou quoi, enfin, je veux dire, la vie à deux, c'est pas être un chef d'entreprise et avoir une assistante. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ou être un passager clandestin, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, je suis dans le sac à dos, je sors la tête de temps en temps, la lumière est belle. Ouais. Et encore une fois, je pense que, et ça vraiment, pardon, j'ai l'impression de jeter une brique, c'est plus un pavé, c'est un parpaing dans la mare. J'ai envie de dire à toutes les femmes qui nous écoutent, qui vivent en couple et en famille avec des enfants, si tu sens à un moment donné qu'il y a la moindre envie de s'intégrer dans la charge mentale, ouvre les portes du salon, quoi. Let's go. Non, mais c'est vrai. En gros, c'est cette phrase du « quoi qu'il ne sait pas faire, je fais mieux ». Bien sûr, sûrement, c'est clair. Mais si à un moment donné, il y a une envie de s'intégrer au schéma familial, c'est-à-dire de charge mentale et de gestion du quotidien, il faut y aller, il faut prendre l'autoroute. Il faut ouvrir la porte, tu vois. Parce que, encore une fois, je trouve ça hallucinant qu'en 2025, on en soit encore là. Et je sais que, bien sûr, c'est le cas. Il n'y a pas de souci. Je ne vis pas dans une forêt perdue sans savoir vraiment ce qui se passe pour la majorité des couples, tu vois. Mais je pense qu'on peut changer des choses. Et de par mon média, j'essaye, tu vois, de montrer peut-être une image différente. Et encore une fois, parce que maintenant, tu sais, à chaque fois que tu dis un truc, tu marches sur des œufs. Je ne suis pas
comment dire, une sorte de porte-étendard de « il faut faire comme ça, chacun fait ce qu'il peut ». Je sais que la vie pro, je rentre beaucoup en compte. Je sais que les éducations de chacun, parce que la vie de couple, encore une fois, avant d'être parent, c'est aussi deux êtres qui ont eu des éducations, parfois, complètement différentes, à l'opposé même. Et ça, déjà, la vie de couple, c'est une ambiance. Ah bah, c'est une ambiance. Et puis, c'est vrai que la première année, voilà, le sommeil prend très cher, donc le reste prend très cher. Mais il y a aussi une difficulté aussi pour certaines femmes à se remettre dans la sexualité, dans tous ces sujets-là, là où pour l'homme, il n'a pas accouché déjà, il n'y a pas la même fatigue, il n'y a pas le même truc. Et ça aussi, c'est un sujet qui est encore tabou, qu'il est de moins en moins. On a de la chance d'avoir des bonnes sexologues en ligne qui maintenant font passer des messages et tout. Mais c'est vrai que pour les mecs, ils le prennent vachement perso, quoi. Il y a ce truc après les enfants où la sexualité peut aussi être, en plus de la charge mentale, une grosse fracture et une difficulté à comprendre que la charge mentale influe sur la sexualité, que tu ne peux pas lâcher prise dans ta sexualité quand en fait tu es en train de te dire et dans le frigo et la baguette et le truc, mais en fait non, j'ai pas prévu, il faut le pique-nique, ça te bouffe en fait. Et ça c'est pareil, c'est des choses où on n'arrive pas encore à assez bien communiquer en couple sur ces sujets-là. Et on arrive de plus en plus à parler de charge mentale, mais la sexualité a une place de fou dans ce qui se passe après les enfants. J'en parle beaucoup dans le livre sur la fin, sur le retour à la maison et l'après-accouchement. Tu vois, bon, déjà, il y a toute une période où j'ai envie de dire aux gars... Mollo. Mollo, hein, c'est-à-dire que ta compagne vient de donner la vie. Oui, on a sorti un roast beef, les gars. Voilà, minimum. Donc voilà, j'en parle dans le livre. Le retour à ce moment et à cette sexualité, pardon. Et là où tu as raison, c'est que quand tu n'arrives pas à partager cette charge et que tout incombe à ta compagne et tout, vraiment c'est son domaine, c'est elle qui va gérer. Bah ouais, clairement, à un moment donné, tu peux pas. C'est pas possible de tout avoir en fait. Tu vois, tu peux pas être juste un compagnon de vie qui rentre après le boulot et qui s'attend à avoir une maison nickel, les gamins ont tout ce qu'il faut, il y a à manger sur la table, on va faire l'amour. C'est pas ça en fait le quotidien. On vit à deux, on vit à trois, on vit à quatre, on vit plus si affinité avec nos enfants. Mais là où tu as raison, c'est marrant parce que on le connaît ce moment on mettra un moins de 18 là, mais tu fais l'amour et tu sens que ta partenaire elle est plus là. Elle n'est pas dans ton délire. Toi, tu es dans ton truc, mais tu sens qu'il y a elle est plus. Mais combien de fois avec ma meuf, avec ma nana, on s'est regardé, je lui dis, t'es en train de penser à quoi là? Elle me dit, non, parce que tu sais, la petite hier, on a mis la bombe dans sa valise pour l'équitation. Je dis, waouh, c'est ça la vie. Tu vois, c'est ce moment-là où on se dit, ah ouais, tu penses à ça. Je comprends que tu sois là-dedans, il n'y a pas de souci, mais à moi de répondre, bah ouais, tout va bien, tu sais. Et puis si elle n'y est pas, on va. Enfin, en tout cas, tu as raison d'y penser. Est-ce que c'est le bon moment? Peut-être pas, mais c'est ton moment à toi. C'est ton moment à toi, donc il n'y a pas de souci. C'est OK. Mais bon, en tout cas, c'est cool d'y penser. Oui, là où tu as raison, c'est que je pense que partager la charge mentale, et c'est vraiment bateau de dire ça, ça ne peut être que bénéfique pour le couple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'aime bien faire un qui fait quoi. Je l'ai mis dans le livre. Un QFQ, j'appelle ça. C'est-à-dire que tu prends une feuille et tu tires un trait, qui fait quoi. Donc là, c'est pas juste on compte les points et on se tire dessus. C'est juste se dire, bah tu vois, regarde, qui fait quoi. J'en suis quand même, j'ai coché quand même pas mal de lignes. Et on l'avait fait en micro-trottoir dans un parc à Paris. Et je me souviens de ce moment qui est criant de vérité, où on tend le micro et je dis les courses. Et donc, ils sont tous les deux, l'un à côté de l'autre, le mari, la femme et la poussette. Les courses, et le mec dit les courses, mon chat, là, c'est moi. Pardon, hein, mais là, les courses, c'est mon domaine. Et très clairement, elle lui dit oui, tu vas faire les courses. Qui fait la liste de courses? C'est ça la charge mentale. Exactement. Qui sait ce qui manque dans le frigo? Qui sait qu'il manque en effet 2 slips pour le petit parce qu'il a grandi en fait et du coup ils lui vont plus. Il n'y a plus de chaussettes, les t-shirts sont trop petits, il n'y a plus de beurre, il n'y a plus de machin. Oui, toi tu es un bon exécutant. C'est-à-dire que tu vas prendre la voiture ou ton petit caddie et tu vas faire ce que je t'ai dit. C'est pas ça la charge mentale. Et encore. On va dire que je suis méchante, mais et encore. La liste n'est pas toujours respectée. Ouais, non mais après moi j'ai envie de dire aussi,
Et ça, j'ai l'impression que ça va mieux quand même. Genre, il y a des trucs parfois, je me dis, c'est pas possible qu'on en soit encore là. Mais j'ai l'impression que ça, à ce niveau-là, on a réglé quelques... Alors, je sais qu'on va me dire, bah, pas du tout, chez moi, c'est pas comme ça. Il y a de tout, hein, bien sûr, pour faire un monde. Mais j'ose espérer que la plupart des mecs qui nous écoutent savent faire les courses, savoir ce qui manque dans le frigo, préparent un petit truc de temps en temps, tu vois. Ce que je trouve vraiment bien avec ton livre et avec ton média, c'est que, voilà, tendre le micro, c'est aussi entendre les émotions des autres. Et c'est pour ça que je te disais, je ne suis pas étonnée que tu sois suivie aussi par pas mal de femmes, parce que c'est parfois même des discussions qu'on n'a pas eues avec la personne qui nous accompagne dans la vie. Donc, je te remercie pour ça, pour ce livre. Bah non, merci pour ce média. J'espère que tu vas réussir à interviewer encore plein de belles histoires et peut-être un autre livre. Qui sait. Avec plaisir, ouais, j'adorerais faire un petit volume 2 sur ce qui m'arrive maintenant, tu vois, dans ma vie, mes filles ont grandi. Et j'adorerais aussi recevoir des papas à mon micro, sur mon podcast, de toutes les catégories socio-professionnelles. Parce que j'ai eu beaucoup d'artistes, d'humoristes, de chanteurs, de comédiens. J'ai eu la chance d'interviewer Ali qui fait la ménage dans ma copropriété. Et je voulais connaître cette vie d'un papa immigré qui fait tout pour travailler en France, envoyer de l'argent au pays pour que ses enfants aient une belle éducation. Lui, il est illettré, il est analphabète, enfin voilà. Et il ne voulait pas ça pour ses enfants, donc il travaille en France, il a eu la chance d'avoir ses papiers récemment. Et il bosse juste pour envoyer de l'argent au pays, pour payer de belles écoles à ses enfants. Et maintenant, j'aimerais recevoir des papas aussi qui bossent sur les chantiers, qui ont des vies dures. Comment ça se passe au quotidien quand tu te réveilles à 6h du mat, à 8h, tu es sur le chantier, tu rentres à 19h, tu es fatigué. Est-ce que tu arrives à t'impliquer au quotidien dans ta vie? J'ai un militaire bientôt qui va voir comment ça se passe quand tu t'éloignes du foyer. Ah oui. Est-ce que tu arrives à retrouver ta place? Bien sûr. Est-ce que tu retrouves un peu ta place ou est-ce que c'est difficile quand tu reviens dans un schéma familial qui a vécu sans toi? Tu vois, il y a toute forme de paternité, toute forme de parentalité. Et c'est ce qui, j'espère, faire dans cette saison 2025-2026. Ouais. Ben, on te suivra. Merci beaucoup. Merci Rémi. Donc, je rappelle ton livre, Nouveau Daron, Bienvenue au club. Et donc ton média, podcast, daron.tv. Yes. Merci. Merci à toi.